Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de Questions d'actu spéciale Assemblée annuelle du Fonds monétaire international de la Banque mondiale qui se sont tenues du 9 au 15 octobre à Marrakech. Nous avons tenu à faire cette émission pour justement profiter de la présence de grandes personnalités de la finance pour leur poser les questions centrales qui concernent les enjeux et les défis actuels mais aussi de demain. On parle de perspectives de l'économie mondiale pour 2024, beaucoup d'incertitudes qui continuent à peser sur la sphère économique mais surtout financière mondiale. On parle de réformes structurelles pour les pays, on parle aussi de réformes pour les institutions multilatérales de développement, pour les institutions même de Bretton Woods. Bref, beaucoup de discussions ont jalonné cette semaine des assemblées annuelles, couronnée par ce message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé aux participants. J'en cite un petit extrait dans cette introduction. L'accueil par le Maroc des assemblées annuelles, FMI, Banque mondiale témoigne de l'engagement du Royaume à contribuer au raffermissement des relations internationales. Fin de citation. De surcroît, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international a affirmé en amont de ce message que, je cite, Marrakech 2023 est un appel à une action de collaboration mondiale renforcée sur les défis communs afin que nous puissions renforcer la résilience et élargir les opportunités pour un avenir meilleur, avec 4 principes que nous allons discuter certainement aujourd'hui. C'est un honneur et un plaisir que de l'accueillir sur le plateau de Questions d'actu, le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, Jihad Azzour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci de me recevoir. Marhaba. Marhaba. Alors, nous sommes persuadés que ces deux institutions, donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ne ménageront aucun effort pour que ces assemblées aboutissent à des avancées tangibles et concrètes. C'était un autre extrait du message du souverain aux participants de ces assemblées. Jihad Azzour, quelles sont les avancées tangibles et concrètes que vous pouvez déjà partager avec nous? Écoutez, je dirais l'endroit impose un certain nombre de priorités. On est à Marrakech, on est à un des carrefours de civilisation les plus importants. On est aussi à un endroit où l'Afrique, l'Orient, avec l'Europe, se mêlent ensemble. On est dans une ville résiliente qui a connu le pire il y a quelques semaines et qui très très vite, elle s'est remise à pied. Donc ça symbolise un peu ce que le monde a besoin. Résilience. Et donc pour ça, nous, au Fonds monétaire, on travaille beaucoup sur cette question. Et comme vous savez, il y a une semaine, un financement a été octroyé au Maroc de 1,3 milliard pour renforcer la résilience. Donc résilience, c'est un point très important. Transformer le potentiel en acquis. C'est quoi le potentiel pour l'Afrique? C'est la jeunesse, c'est la capacité à innover. Et donc il faut renforcer cela, créer des emplois, renforcer l'infrastructure pour le commerce, la technologie. Ce sont des priorités. Et donc, c'est là où l'ambition doit être. Mais le monde bouge. Et le monde bouge pas toujours dans les bonnes directions. Et les incertitudes augmentent. Il faut se protéger contre ces incertitudes. L'inflation est un des problèmes qui, dans les pays en voie de développement, devient aussi un problème humain, avec la crise alimentaire et le renchérissement du prix des produits de base. De la dette, c'est un fardeau lourd. Et donc, il faut travailler avec les pays pour atténuer ce fardeau. 3, une incertitude très élevée sur l'avenir de l'économie mondiale. Donc, il faut que les institutions travaillent de façon dynamique pour s'ajuster et se moderniser pour répondre aux besoins des pays. Je pense que ce qu'on a acquis déjà, toute la communauté internationale, y compris le secteur financier, les décideurs financiers de ce monde, à travers cette semaine, vont comprendre un peu plus les défis et aussi le potentiel à venir de cette région. 2, un certain nombre d'éléments importants vont être annoncés sur ce qu'on appelle augmenter la capacité du fonds à fournir du financement subventionné. Et donc ceci va être discuté. Aussi, l'annonce de l'augmentation des quotas pour permettre à l'institution d'avoir la possibilité
de renforcer sa capacité d'action. Si vous venez, en impliquant le secteur privé? Bien sûr, sur des questions spécifiques comme la question du climat, bien sûr aussi dans les réformes structurelles pour ouvrir la voie au secteur privé pour pouvoir investir, ce que le Maroc a réussi à faire au cours des 2 dernières décennies. C'est un exemple qu'on voudrait d'autres pays le suivre. Donc, toutes ces questions, la capacité du fonds à améliorer sa rapidité dans la réponse ont été et vont être discutées au cours de cette semaine, et ça va être couronné à la fin de la semaine par une annonce, un appel, comme on dit, pour la croissance inclusive pour la région, pour les pays du Maghreb, pour les pays de la région. Donc, je pense que c'est une semaine importante. J'espère qu'à l'avenir, quand on va se retourner à cette semaine, on dira que des choses importantes ont été accomplies et des changements dans la perception des priorités mondiales ont pris plus en considération ce que le Sud a besoin. Le Sud a besoin de croissance inclusive. Et pour qu'il y ait cette croissance inclusive, il faut qu'il y ait le financement. Alors que le financement coûte plus cher parce que les taux d'intérêt augmentent à cause de l'inflation. Est-ce que vous pensez que le Sud a besoin de la même politique monétaire que celle appliquée au Nord et qui donne ses résultats finalement? On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu à l'Union européenne, mais le pouvoir d'achat continue de s'effriter à cause, pas que, mais à cause du resserrement de la politique monétaire, et ça risque d'impacter la croissance. Écoutez, chaque pays est différent et donc on ne prescrit jamais les mêmes politiques parce que les mécanismes de transmission sont différents. L'objectif de la politique monétaire, c'est quoi? C'est baisser l'inflation, c'est réduire la pression des prix. Donc, il y a un effort, mais cet effort, généralement, doit aboutir, si on baisse l'inflation, à une baisse des prix. Et donc, ça peut créer des problèmes. Pour compenser ces problèmes, c'est là où les politiques sociales sont importantes. Donc, il y a un objectif qui est la lutte contre l'inflation pour baisser la pression des prix, et ceci doit s'accompagner. Vous pensez que le Maroc devrait continuer à augmenter ses taux directeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui figure dans les prospectives du Fonds monétaire international? Si vous voulez, la Banque du Maghreb, Banque El Maghreb, connaît son job et elle travaille en fonction des données économiques financières. Et elle a démontré au cours des dernières années sa capacité à gérer les chocs, 2020 avec Covid, puis après la montée des prix de l'énergie, etc. Elle a maintenu la stabilité, elle a fait de grandes réformes et de grandes transformations au cours des dernières années, ce qui a abouti, comme vous le savez, il y a quelques mois, à la nouvelle ligne de financement qui est généralement octroyée à des pays qui ont une grande crédibilité dans la gestion de politique économique. Donc, je n'ai pas de leçon à donner à Banque El Maghreb. Ce n'était pas le but de ma question. Mais je vous ai entendu en conférence de presse, vous avez dit qu'il faut continuer sur la politique monétaire pour la région. Le Maroc, donc, ne figure pas dans... On est dans une année de transition. Ce que j'ai dit à ma conférence de presse, 2003 est l'année des transitions. Le niveau d'inflation baisse, mais pas suffisant. Et il y a encore une crédibilité à asseoir. C'est pour cela, par exemple, si on prend même la Réserve fédérale, a maintenu ses taux à un niveau peut-être un peu plus élevé que ce que les marchés avaient prévu, afin d'asseoir sa crédibilité. Donc, je pense qu'il faut laisser aux experts de faire leur travail. La Banque centrale du Maroc, Banque El Maghreb, a montré une grande capacité. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est quelqu'un qui a une longue expérience. Il a connu plusieurs crises et il a géré avec brio plusieurs transformations. Et donc, je pense que, comme on dit dans notre jargon, it's a data-driven. C'est les chiffres qui permettent de comprendre où sont les défis et le travail est un travail continu et assidu. Je veux conclure par dire, on est dans une année de choc. Et donc, cette année de choc, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, être toujours on the safe side, comme on dit en bon anglais, est toujours mieux d'être surpris par des développements qu'on aura après à payer plus
pour les résoudre. Alors en 2024 justement, et selon les perspectives économiques du Fonds monétaire international, le Maroc, ou la croissance du Maroc devrait reprendre de plus belle pour 2024. Quelles sont les autres perspectives peut-être à souligner en ce qui concerne le Maroc? Et élargissons notre discussion, si vous permettez, M. Azour, au reste de la région, compte tenu des incertitudes qui devraient augmenter à l'avenir. Si vous voulez, le premier point, c'est maintenir la stabilité, parce que la stabilité est la porte pour la prospérité. Il n'y a pas de prospérité sans stabilité. Résilience, continuer à travailler, à renforcer la capacité à faire face au choc. Le chantier de transformation qui a déjà, pas seulement commencé, mais il commence à montrer des résultats. Avec la dernière consultation avec la commission qui a été mise en place par Sa Majesté le Roi, sur la transformation économique, je pense que c'est un travail excellent. On a eu l'opportunité, il y a 3 jours, avec le ministre de l'Éducation qui était à l'époque en charge de cet agenda, d'expliquer un peu le travail qui a été fait. Je pense que c'est un travail sérieux qui a pris du temps, cette transformation du modèle économique, cet renforcement du modèle économique par aussi un modèle social adéquat pour un pays qui évolue et qui a des aspirations. Cette volonté du Maroc de s'ouvrir, qui est, je dirais, qui fait un peu différence, et une différence positive par rapport au climat général, s'ouvrir vers l'Afrique, vers l'Europe, etc. Plane dans le monde, exactement. Oui. Donc je pense que tout ça, ce sont des éléments qui vont aider le Maroc à faire cette transformation. Et il faut aussi accepter que l'incertitude est quelque chose qui va rester avec nous. Si j'élargis, là, en fait, il y a un certain nombre de défis importants qu'on peut régler ensemble. Et on ne peut les régler qu'ensemble. Je pense qu'avec vous, la directrice générale a évoqué la question du climat. La question du climat, ce n'est pas un pays qui peut, parce qu'on est sous le même ciel, et donc il faut la travailler ensemble, et il faut mettre les moyens pour ça. Deux, la question de la pauvreté aussi. La question de la migration, elle est devenue un problème qui est transfrontalier. Il y a aussi le potentiel. L'économie mondiale ne pourra pas croître à des taux qui dépassent les taux qu'on a vus au cours des dernières années, sans productivité, donc il faut éducation, formation, sans une grande utilisation des capacités humaines, donc il faut investir dans des pays comme les pays africains, dans les pays arabes, etc., les pays qui ont au moins 2/3 de leur population jeune. Dans la région du monde arabe élargi, on doit créer 100 millions d'emplois au cours des 10 prochaines années. C'est un défi, c'est un très beau défi. Alors, c'est un très beau défi, et parmi les défis aussi qui sont soulevés, c'est d'opérer des réformes. Alors, on va en parler de réformes structurelles, et aujourd'hui, on parle au sein du FMI de réformes transformationnelles. Pour nos téléspectateurs, Jihad Azour, quelle est la différence entre ces deux termes et ces deux concepts, transformationnels, structurels? Je dois m'excuser de vos auditeurs de ces jargons. Ça veut dire quoi? Nous sommes là justement pour faire de la pédagogie aussi. Si vous voulez, historiquement, on avait toujours fait la confusion entre l'ajustement structurel, c'est-à-dire comment s'adapter et réduire le taille des finances publiques, etc., avec les réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est quoi? C'est améliorer le marché du travail pour créer plus d'emplois, améliorer l'accès à la finance pour donner plus de crédit, surtout aux PME, PMI, le secteur informel. Améliorer la qualité des services publics pour aligner tout le monde. Ceux qui ont des grandes entreprises qui ont accès n'ont pas de problème de créer des entreprises. Ce sont les petits entrepreneurs, les jeunes qui ont ce problème. Donc ce genre de réforme améliore l'accès au marché, améliore l'utilisation des ressources et permet aux petits de grandir. Si on ne permet pas aux petites entreprises de grandir, ça va être très difficile de créer de la croissance. Donc ça, c'est l'objectif des réformes structurelles. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que ces réformes marchent même dans une situation où la croissance est faible. Et donc ça, c'est le point sur lequel on avait l'intention de mettre l'accent. À la fin de la semaine, la discussion entre la directrice générale et les ministres et les gouverneurs de la région, c'est sur la perspective de l'inclusion. On a beaucoup travaillé tous sur renforcer l'inclusion, créer un meilleur environnement pour que la femme puisse contribuer. Vous savez, si la femme contribue,
mieux. Et le différentiel entre nous et les pays émergents est réduit de moitié. On peut créer dans cette région plus de 1000 milliards de croissance économique. C'est un objectif important. Et donc, on doit tous travailler pour le mettre en place. Pareil pour la jeunesse. Donc, c'est là où, à la fois, une discipline dans la gestion économique est importante, mais ce n'est pas suffisant. Il faut créer les leviers de la croissance. Et je pense que les leviers de la croissance se créent avec la réforme. Dernière question, la Coupe du Monde a eu des retombées exceptionnelles sur notamment le tourisme marocain. Quelles seraient selon vous les retombées de ces assemblées annuelles du Fonds monétaire international de la Banque mondiale tenues ici à Marrakech sur le Maroc? Écoutez, je vais vous donner un exemple. 2003, les réunions annuelles ont eu lieu à Dubaï. Okay. Et c'était un moment de grande transformation. On a vu ce qu'est devenu Dubaï. Aussi, si vous voyez dans d'autres endroits, Istanbul par exemple, ça a eu un bond très important pour l'économie turque à l'époque. Je pense que la nature des réunions annuelles amène les décideurs économiques et financiers du monde, le secteur privé, les organisations internationales et aussi les gouvernements. Et donc, c'est un bon moment de retrouvailles. Bien sûr, il y a un impact immédiat sur le tourisme, mais je dirais l'impact le plus important, d'autres impacts, voilà. C'est le long terme. C'est à la fois renforcer la présence du Maroc sur la map monde, économique et financière. Renforcer l'intérêt d'un pays comme le Maroc qui a, bon an, mal an, crise ou pas crise, a réussi à maintenir un rythme de transformation et de modernisation, on appelle ça réforme, modernisation, tout ce que vous voulez. L'économie, elle est plus forte qu'elle ne l'a été il y a 10 ans, elle crée plus d'emplois, elle attire plus d'investissements. J'espère que dans 5 ou 10 ans, quand on va venir pour la Coupe du Monde, on se dit, en 2023, les réunions de la Banque et du Fonds ont été un moment très important pour le Maroc. Merci beaucoup. Merci Jihad Azhour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un dernier message peut-être en arabe à nos téléspectateurs. أنا سعيد جدا إنه موجود بالمغرب بمدينة مراكش بهذه العاصمة التاريخية يلي لعبت دور كتير مهم بالحضارة الأفريقية الحضارة العربية بالإبداع والجمال يلي عم نشوفه عم يتجدد بهذه المدينة. أنا سعيد أكون موجود بين أهلي بمراكش وقلبي وقلب كل المشاركين مع يلي تأثروا تعرضوا فقدوا قريب أو عزيز خلال هالفاجعة يلي صارت من شهر. وكان عندي سعادة أول أسبوع وقت اللي زرنا الأماكن اللي تأثرت تشوف إنه كيف الحياة رجعت، كيف إنه الطلاب رجعوا على المدارس وكيف إنه الثقة بإعادة بناء شيء أفضل عند كل الجميع اللي تلاقينا معهم. شكرا. الله يوفقك. مرحبا بك. الله يوفقك. شكرا. Merci à tous. Voilà, c'était la première partie de questions d'actu. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à cette seconde partie de questions d'actu spéciale assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tenait donc à Marrakech la semaine dernière. Nous avons profité de la présence d'éminentes personnalités pour leur poser quelques questions. Tout le Gotha mondial de la finance est présent ici à Marrakech. Donc l'occasion de les interpeller sur les urgences du moment. Parmi les institutions multilatérales de financement et de développement, il y a la Banque européenne pour la reconstruction et le développement dont le Maroc est membre fondateur et j'ai l'immense plaisir que de l'accueillir à nouveau sur le plateau de Médien TV. Odile Renaud Basso, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Avec plaisir. Alors tout d'abord, peut-être une idée sur des résultats concrets, les outcomes de la participation de la BERD, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, à ces assemblées annuelles. Donc un des thèmes des assemblées annuelles, c'est comment transformer, développer, renforcer l'activité des banques multilatérales de développement. C'était notamment une des discussions du G20 qui s'est réunie là. Il y a eu un rapport important qui a été remis aux membres du G20 à cette occasion. Et la Banque mondiale travaille
travaille beaucoup à son évolution et les banques multilatérales travaillent ensemble pour essayer de renforcer l'impact de leur action, de travailler plus comme un système et d'augmenter leur capacité de financement. Et donc, en augmentant leur capacité de financement, ces institutions multilatérales pourront mieux collaborer avec les institutions de Bretton Woods pour mieux tacler et répondre aux urgences. Et ce ne sont pas les urgences qui manquent. Voilà, le diagnostic, c'est vraiment qu'effectivement, les besoins sont extrêmement importants, à la fois sur le court terme, parce qu'on voit bien le défi lié à l'impact de l'inflation, la montée des taux d'intérêt, les conditions de financement des États qui se détériorent, qui deviennent plus difficiles, le service de la dette est plus élevé, etc. Et puis, il y a aussi des enjeux fondamentaux de long terme, que sont le changement climatique, qui nécessite et la transition énergétique qui nécessite des investissements extrêmement importants qu'il faut pouvoir réaliser. Donc tenir les différents aspects de l'agenda, la lutte contre la pauvreté dans les pays les plus fragiles, l'Afrique subsaharienne notamment, est un élément très important. C'est important, le fait que ces réunions aient lieu à Marrakech, sur le territoire africain, c'est extrêmement important. Ça fait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de réunion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque sur le continent africain et c'est un signal important. Alors, avant justement de parler de la question et du focus sur le Maroc, vous avez évoqué cette question des pays africains. Aujourd'hui, il y a certaines urgences au nord qui font que les flux de capitaux vont plus vers le nord que vers le sud et l'Afrique peine à drainer ces capitaux. Quelle est la solution selon vous pour plus d'équité de financement finalement, vu que nous sommes en terre africaine? Je pense qu'un des messages justement des réunions et des assemblées, c'est de dire il y a des besoins dans le monde, il y a des besoins en Afrique et l'un des rôles fondamentaux des institutions financières internationales, les banques de développement, la Banque mondiale, le FMI, c'est d'apporter le soutien à l'ensemble des pays qui en ont besoin. Et donc c'est vraiment d'avoir ce message et cet engagement des pays actionnaires de ces institutions d'apporter un soutien à l'ensemble des pays qui en ont besoin. Il s'agit là d'appels vis-à-vis des pays, à l'échelle des gouvernements de ces pays. Qu'en est-il à l'échelle privée, des investissements privés? Alors nous, la banque, c'est un sujet important pour nous parce que la Banque européenne de reconstruction et développement se focalise essentiellement sur des investissements privés. Et là aussi, les besoins de financement sont importants, les conditions d'accès au marché sont plus difficiles. Et donc, notre rôle est d'accompagner les investissements privés et les entreprises privées dans leur développement. Notamment les petites et moyennes entreprises, donc il y a des grosses entreprises locales, étrangères qui ont besoin de financement, mais aussi développer le tissu des PME, parce que c'est elles qui créent de l'emploi et on voit l'importance sur le continent africain de créer des emplois pour les jeunes, pour l'équilibre et la croissance de ces pays. Alors, il y a un protocole d'accord. Parmi les outcomes, parmi les résultats de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, résultats à l'issue de ces assemblées annuelles, il y a ce protocole d'accord qui a été signé avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Alors, vous avez parlé de financer le secteur privé. Comment, justement, va prendre forme ce protocole d'accord en sachant que vous, en tant qu'Aubert, financez le secteur privé en particulier? Alors, on finance beaucoup de projets dans la transition énergétique dans le secteur privé au Maroc. On peut financer aussi, notre activité essentielle c'est le secteur privé, mais on peut aussi financer des entreprises publiques et on va avoir un projet avec l'ONE, qui est une institution, une entreprise publique importante au Maroc, où on apporte des financements importants et on accompagne l'entreprise aussi dans sa transformation et sa stratégie de décarbonisation. Très bien. Alors, on voit bien sûr qu'à ce jour, l'Avert a investi 4,2 milliards d'euros dans le Maroc à travers 95 projets. Aujourd'hui, nous sommes à Marrakech qui a moins d'une centaine de kilomètres de l'épicentre de ce terrible séisme qui a frappé donc cette région d'Al-Haouz. Marrakech, bien sûr, on le voit, renaît. Tout le monde a applaudi, toute institution confondue, applaudi la résilience du Maroc, à travers d'ailleurs cette résilience montrée par cette région qui accueille aujourd'hui des milliers de personnes autour de questions centrales pour toutes les économies mondiales. Bref, ma question est par rapport au soutien de la BERD
pour la reconstruction. Parce que, voilà, c'est une banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et là, il est question de reconstruire une région, mais aussi de repenser son modèle de développement. Et tout ceci nécessite beaucoup d'argent, 120 milliards de dirhams sur 5 ans. Alors, tout d'abord, je veux exprimer mes condoléances et mon soutien à cette tragédie qui s'est passée il y a quelques semaines, mais aussi effectivement reconnaître la résilience et le symbole que représente cette réunion ici aujourd'hui. Donc la banque travaille à des mesures ou à des réponses aux besoins qu'on voit aujourd'hui en lien avec cette catastrophe. Et donc on va présenter très prochainement à notre conseil d'administration un paquet d'idées et de facilités pour apporter un soutien avec des projets par exemple très concrètement en faveur d'entreprises de microcrédit ou en faveur du secteur bancaire pour apporter un soutien financier à des entreprises petites, moyennes, locales qui peuvent avoir des besoins de trésorerie du fait de la situation. On va aussi travailler avec les municipalités au niveau local sur des financements d'infrastructures à l'échelle locale pour commencer dès maintenant sur la reconstruction. Évidemment, il y a un projet très ambitieux aussi d'assurer le développement économique de la région à plus long terme et on prendra pleinement part à cet effort. Alors, peut-être un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs, Madame Renaud-Bassot. Comment cela marche? Parce qu'on entend les institutions multilatérales qui financent le secteur privé, mais concrètement, sur le terrain, comment cela se passe-t-il? Alors nous, on peut faire plusieurs choses avec le secteur privé. On peut d'abord, pour des PME, des petites entreprises qui veulent se développer, qui ont des problèmes, apporter des financements de consultants. C'est-à-dire on peut financer des consultants pour aider une entreprise à définir sa stratégie, se développer. Et j'ai vu, quand la BERD avait fait son assemblée annuelle il y a 1 an et demi, ici, et à l'occasion, j'avais visité des entreprises qui avaient été aidées dans le secteur des cosmétiques, par exemple, et qui avaient reçu des financements de la BERD, qui vraiment les avaient aidés à croître, développer une stratégie offensive à l'export, par exemple, développer des nouvelles gammes de produits, etc. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire, c'est très concret, c'est des petits financements, mais qui peuvent vraiment changer la donne pour des entreprises. Après, on travaille à plus grande échelle avec le secteur bancaire, ou en apportant des prêts, nous-mêmes, directement à certaines entreprises, ou des lignes de crédit au secteur bancaire, aux banques marocaines, pour qu'elles puissent financer des petites entreprises. Et on a des projets ciblés, par exemple, pour faciliter le financement d'entreprises qui sont créées par des femmes, avec un appui spécifique pour accompagner ces femmes entrepreneurs. On est en train de développer des produits pour des jeunes, avec aussi un aspect high-tech, digitalisation, et des lignes de crédit spécifiques pour que les banques finance des entreprises développées par les jeunes. Et puis après, pour des plus grosses entreprises, on peut financer nous-mêmes directement des entreprises dans les secteurs industriels, agricoles, services même. On parle d'une fourchette d'investissement qui varie de quelle échelle à quelle échelle, par exemple? En termes de financement, de ce qu'on peut apporter, les financements de conseil, c'est pas de l'investissement, c'est juste du financement de conseil, mais ça peut être 20 000 euros à des projets d'investissement de 10 millions d'euros, 30 millions d'euros, etc. Certainement, parce que quand on parle de transition énergétique, le Maroc s'engage dans une voie vers l'hydrogène vert. Nous connaissons le coût faramineux de ces projets-là. La BERD s'inscrit-elle sur cette nouvelle feuille de route du Maroc de l'hydrogène vert, Madame Renaud-Bassot? Tout à fait, c'est une priorité pour nous. Le Maroc a un potentiel, on est vraiment très convaincu du potentiel du Maroc en matière d'énergie renouvelable. Et donc, il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits en matière de solaire, et de vent, maintenant d'éolien. Et donc, ce potentiel-là est très important pour pouvoir développer l'hydrogène vert. Et on pense qu'il y a tout à fait un gros potentiel au Maroc, avec une capacité pour le Maroc de devenir vraiment un pôle d'exportation d'énergie vers le nord, en particulier vers l'Europe. Alors, je voudrais vous interpeller parce que l'un des enjeux majeurs, et cela a été bien sûr répété plusieurs fois dans les panels qui ont rythmé ces assemblées annuelles, il s'agit de l'inflation et d'une politique monétaire resserrée pour faire face à l'inflation. Or, si on parle de prêts bancaires ou d'emprunts bancaires, cela induit aussi que le coût de l'emprunt coûte plus cher et donc peut-être peut poser un problème au secteur privé pour faire appel
au crédit pour se financer. Quel est votre déjà point de vue par rapport à ce point en particulier qui oppose un peu deux points essentiels, c'est l'inflation et la croissance? C'est clair que l'inflation a conduit au resserrement de la politique monétaire et à une augmentation générale des taux d'intérêt aussi, parce qu'il y a un effet de la politique monétaire plus stricte dans les pays développés, avancés, a un effet sur l'ensemble du financement des économies émergentes. Je pense que c'est important de lutter contre l'inflation parce que c'est les personnes les plus vulnérables qui sont souvent les plus directement victimes de l'inflation et de la hausse des prix des produits alimentaires de base, de l'énergie. Donc c'est très important. La lutte contre l'inflation me paraît être une priorité pour y revenir à des chiffres plus stables. On avait perdu l'habitude de ces chiffres de très forte inflation. Les politiques monétaires ont réagi vivement. On voit aujourd'hui déjà les effets des politiques monétaires avec une inversion, quand même une tendance à la baisse de l'inflation. On n'est pas encore arrivé à la cible d'inflation dans la plupart des économies. Donc c'est un moment nécessaire et forcément ça a un effet sur la croissance parce que ça conduit à réduire un peu l'activité économique, le financement de l'économie, etc. Donc il faut trouver le bon point d'équilibre et ce que j'espère c'est que on va continuer à avoir une baisse de l'inflation et de ce point de vue-là les tensions géopolitiques, les impacts sur le prix de l'énergie, etc. peuvent avoir un effet dans l'autre sens et que rapidement on va arriver à stabiliser les choses et à ce qu'il puisse y avoir, à ce que l'activité économique puisse rester soutenue et ne pas être trop impactée. C'est quand même impressionnant de voir, malgré l'ampleur du resserrement monétaire, la relativement bonne tenue des économies et le fait qu'on reste dans une croissance positive, même si un peu moins dynamique. Alors, l'autre choix un peu vraiment d'équilibriste à faire, c'est de répondre aux urgences du Nord, notamment avec la guerre en Ukraine, et aux urgences du Sud, avec toutes les urgences qui concernent le continent africain en l'occurrence, parce que l'Afrique est aussi au centre des discussions, a été au centre des discussions de ces assemblées. Comment, au niveau de la BERD, vous réussissez cet exercice d'équilibrisme ? Alors nous, on est très impliqués sur la question de l'Ukraine, puisque l'Ukraine est un pays historiquement très important pour la BERD. C'est un pays dans lequel on a toujours investi beaucoup, puisque notre mandat d'origine, c'était vraiment aider les pays de l'ancien bloc communiste à se transformer vers une économie de marché. Donc l'Ukraine faisait partie de cet ensemble. Donc on apporte un soutien très important à l'Ukraine. On a continué d'investir en Ukraine. Et on a eu beaucoup de soutien de nos actionnaires pour continuer d'investir et même augmenter nos investissements en Ukraine. Cette situation en Ukraine contribue à l'origine d'une discussion sur une augmentation de capital pour la BERD, mais en même temps, on a aussi augmenté très significativement nos investissements l'année dernière et on continue de le faire dans les pays qui sont touchés par l'impact de cette guerre, et des pays qui ont besoin de financement, et notamment les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Et deuxième élément, nos actionnaires ont en même temps qu'ils ont donné une sorte d'accord pour s'engager dans des discussions sur une augmentation de capital, nous ont aussi donné leur accord pour commencer à pouvoir investir en Afrique subsaharienne et pouvoir apporter l'expertise de la BERD et notre savoir-faire et nos financements dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, ce qui est un élément très nouveau et qui montre l'importance des pays du Sud et attaché à l'aide aux pays du Sud. Alors quand on parle d'aide, c'est parce que là il s'agit de, ça crée débat aussi, l'aide au développement ou plutôt investir pour endiguer certains phénomènes, notamment la pauvreté, ou renforcer l'accès à l'eau, à l'électricité, endiguer des phénomènes comme l'immigration. Quels sont les secteurs que vous avez identifiés, à prioriser d'abord dans le continent et à répondre via les solutions proposées par la BERD? Donc pour nous, le développement du secteur privé est l'objectif principal parce qu'on pense que développer le secteur privé, créer des emplois, monter dans la chaîne de valeur, par exemple pour les pays d'Afrique subsaharienne, passer de la production de matières premières et de l'exportation de matières premières à la transformation, développer une capacité manufacturière est une des priorités importantes. Et source de développement, ça génère des revenus pour le pays qui peut après augmenter les infrastructures sanitaires, sociales, investir plus, etc. Donc c'est vraiment pour nous un angle
d'approche très important. Mais évidemment, pour faire ça, il y a aussi besoin d'infrastructures fondamentales en matière d'énergie, en matière de transport, en matière de développement de capacités d'investissement minimales. Donc la BERD n'intervient pas dans les secteurs de la santé, vraiment sur le développement de base, c'est plus le rôle de la Banque mondiale, Exact. mais on va intervenir sur le développement économique, aussi l'environnement du droit des affaires, l'amélioration de l'environnement juridique, institutionnel pour favoriser le développement du secteur privé, le développement de partenariats publics-privés pour favoriser des investissements privés dans le secteur des infrastructures essentielles, par exemple. Merci beaucoup. Merci Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne suite des programmes. Une fois n'est pas coutume, donc, nous avons une troisième partie à cette émission et nous allons passer en revue les principaux résultats de ces assemblées annuelles, mais aussi parler de l'organisation ici au Maroc. Ce sera en compagnie de David Theiss, Press Secretary Corporate Communication au sein du groupe Banque mondiale. David Theiss, thank you for being with us Monsieur today. David Theiss, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Khadija, merci pour l'invitation. Alors, à votre avis, quels seraient les trois résultats principaux, si l'on peut résumer tout cela en moins de deux minutes? Alors, quels seraient les trois résultats principaux de ces assemblées? En un premier temps, pour les auditeurs, je peux dire que votre gouvernement peut déjà déclarer la victoire. Pour des assemblées bien réussies, il y a les pays de la société, la communauté internationale, les pays du Sud et les autres pays se sont regroupés ici et le Maroc a bien fait. Donc, c'est un premier message. Pour la Banque mondiale, le nouveau président, c'est ses premières assemblées annuelles. Il a lancé une nouvelle vision pour le monde. Et la communauté internationale aussi, la Banque mondiale, le FMI, ont discuté de beaucoup de questions auxquelles la planète fait face. Et il y en a beaucoup. Et en fait, ils sont situés dans différentes zones géographiques, ce qui est assez important et crucial. Alors, en fait, vous avez évoqué les remarques et l'allocution du directeur général. Et comme vous le savez, il y a quelque chose qui a été récurrent. Il y a des éléments qui ont été récurrents tout au long des discussions, à savoir cette relation entre les pays du Sud et les pays du Nord, vers davantage d'équité. Alors, jusqu'à quelle mesure est-ce que les réformes doivent réduire les inégalités entre les pays du Sud et les pays du Nord d'une perspective de la Banque mondiale? Alors, en fait, ce que le nouveau président de Banga a évoqué, c'est le besoin de ramener les pays du Sud et les pays du Nord ensemble, les rapprocher dans le cadre de la réforme de la Banque mondiale, afin que la Banque se rapproche davantage des gens sur le terrain pour accroître l'impact et pour accroître le financement pour les différentes problématiques telles que le changement climatique. Faisons face à la réalité, le changement climatique, ce n'est pas une priorité pour le Maroc. Il y a beaucoup plus accès à l'électricité, à l'eau. Est-ce que vous ne pensez pas que ces problématiques doivent être aussi abordées en tant qu'élément urgent et aussi question urgente? 100%, oui, absolument. Je pense qu'on ne peut pas parler de développement et changement climatique sans que l'on mette ça ensemble. Ça doit faire partie de la même discussion. Alors, que diriez-vous par rapport aux institutions de Bretton Woods qui se réunissent ici à Marrakech et qui abordent ces problématiques et ces questions tout en se réformant en même temps? Oui. Alors, voyons la Banque mondiale en tant que telle. D'abord, les premières assemblées ici en Afrique, c'était depuis le président Robert McNamara en 1973, dans ses conversations à Nairobi. Il a défini la mission de la Banque mondiale en tant que lutte contre la pauvreté extrême. Aujourd'hui, et la semaine dernière, on parle de mettre fin à la pauvreté extrême sur une planète habitable. Habitable, ça ne veut pas dire uniquement changement climatique, mais d'autres questions, c'est accès à l'énergie avec des routes accessibles tout au long de l'année et aussi des hôpitaux qui assurent l'électricité afin de garder
les médicaments réfrigérés aussi, assurer des routes pour les fermiers et les agriculteurs vers le marché. Alors, quel serait le rôle de la société civile, par exemple, ou les groupes de think tanks pour façonner, formuler les stratégies et les réformes de la Banque mondiale. Alors, effectivement, la semaine dernière, vous vous rappelez qu'on avait un grand forum de politique de la société civile où toutes les organisations, qu'elles soient marocaines, européennes ou du Nord, du Sud, se sont réunies et ont parlé de ces questions, ces préoccupations et priorités. Alors, notre message à ces organisations, c'est que vos préoccupations sont nos priorités. Alors, quelles sont les priorités compte tenu de la nécessité de soutenir le Maroc en matière de reconstruction après le séisme tragique du 8 septembre, ici dans la région de House, à quelques kilomètres d'ici. Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est là justement le rôle de la Banque mondiale. Si vous vous rappelez, initialement, le nom de la Banque mondiale, c'était la Banque internationale de reconstruction et de développement. C'était ça justement, à la base, c'était quelque chose d'important aujourd'hui, aussi bien qu'après la Banque mondiale. C'était la reconstruction et le développement. Alors, votre avis par rapport à l'impact de la fragmentation mondiale dans les institutions qui reposent sur la coopération mondiale? Vous savez, la fragmentation, c'était une thématique très largement abordée la semaine dernière, donc tout le monde en parlait. C'est que sans la coopération internationale, sans la conjugaison des efforts, on ne serait pas capable de résoudre les défis. Alors, le terme que vous avez entendu la semaine dernière, c'était polycrise, comme quoi il y a beaucoup de crises multiples auxquelles on doit faire face en même temps. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la communauté internationale qui a montré qu'elle est capable, j'ai une expression ici américaine qui veut dire faire deux choses à la fois. On doit montrer qu'on peut en fait faire une chose tout en faisant une autre. Pensez-vous que de telles assemblées pourraient éventuellement accorder une voix durable au continent africain dans de telles institutions, telles que la Banque mondiale? Tout à fait, parce que plusieurs de nos postes clés sont occupés par des voix africaines. Ça, c'est pas uniquement pour l'avenir, mais c'est déjà fait aujourd'hui. Donc, 100%, je suis d'accord, c'est le pouvoir d'une organisation comme la Banque mondiale. C'est que nous avons maintenant du personnel provenant de plus de 170 pays qui travaillent ensemble de manière fluide. Je voudrais citer ici une section de l'allocution du président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Ça traite de la vision et de la mission de la Banque mondiale qui va tester la sincérité de notre mission. Il dit que ça nous lance dans un périple qui nécessite un partenaire réinventé, une nouvelle façon de travailler et de penser pour accroître et reproduire des ressources supplémentaires et de l'optimisme pour ce qui pourrait être fait. Fin de citation. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par optimisme par rapport à une institution qui prête de l'argent? Alors, voyons un petit peu la chose d'une autre manière. Le jour même où il a présenté son allocution, 3 heures plus tard, la Banque mondiale a annoncé des accords de coopération avec 9 autres banques multilatérales. Donc, on a voulu passer à l'acte, donc on sait bien qu'on ne peut pas travailler en silo, mais on doit travailler avec toutes les parties prenantes et on doit faire cela on peut faire ça de manière unilatérale. David Tice, quels étaient pour vous les moments clés de ces assemblées pour vous? Alors, honnêtement, ma première visite au Maroc remonte à juin 2020, quand on a commencé à parler de ces assemblées avec le gouvernement. Et le sentiment à l'époque, c'était marqué par beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir tenir ces réunions. Mais la pandémie est survenue, donc on a dû reporter à 2021, et puis 2022, et maintenant voilà, on est en 2023. Ma plus grande sensation, c'était qu'on y est parvenu finalement.
et que ces assemblées et que le Maroc non seulement fait face à une pandémie, mais aussi récemment à un tremblement de terre. Et le Maroc a démontré qu'il sait mener les choses à bien. Justement, j'étais là, j'ai trouvé que c'était passionnant de voir que là où on était dans la salle, ça a été, la terre a tremblé. Quelques mois après, donc on se retrouve dans une salle, la taille de 3 terrains, finalement, qui regorge de présidents et de responsables de différentes institutions. Et finalement, on a vu que on a pu réaliser. C'était justement un bon usage des fonds des organisateurs, la Banque mondiale en l'occurrence et le FMI. Bon, c'était une bonne organisation, vraiment, c'est étonnant. Je ne plaisante pas, Khadija, quand je dis que quand tout s'est bien passé. Donc, j'étais vraiment ravi. Merci beaucoup, David Tice. Merci pour avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Voilà donc pour cet épisode de questions d'actu spéciale Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. Je vous remercie pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.